Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau cas. Un nouveau catastrophe, on est déjà à l'épisode 18. Ne manquez pas de regarder les précédents épisodes. On est parti pour ce cas clinique vidéo. Alors vous êtes aux urgences et vous recevez vers 18 h une femme de 30 ans qui est venue d'elle-même pour une douleur dentaire qui évolue depuis 4 jours, sans altération de l'état général, bon un petit peu asthénique tout de même, mais pas grand-chose de plus. Elle s'automédique par des anti-inflammatoires non stéroïdiens et en raison de la persistance des douleurs, elle consulte au service des urgences. Vous avez pris les paramètres et donc la température est à 37, la tension à 136/66, 98 de fréquence cardiaque, une saturation à 99 avec une glycémie à 1,2 et vous constatez effectivement un œdème de la lèvre supérieure à l'angle gauche avec un bombement tout de même assez important, un gonflement, chaleur, douleur et rougeur. Première question. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de réfléchir et je vous donnerai les réponses après. Donc, les propositions sont pour cette question qui est: quel diagnostic évoquez-vous? A, une parotidite. B, une angine de Ludwig. C, une cellulite de la face. D, une surinfection d'une tumeur ORL. Et E, une gingivostomatite. Je vous laisse faire pause et me dire la réponse dans les commentaires. Et donc le diagnostic que vous devez évoquer, c'est une cellulite de la face. Alors pourquoi pas une parotidite? C'est une inflammation donc de la plus grosse langue salivaire qui est située plutôt sur le côté. Et vous pourrez retrouver une palpation douloureuse avec du pus qui sort au niveau du canal de Wharton. Et en fait, c'est la localisation qui fait la différence. L'angine de Ludwig, alors c'est baptisé en raison du nom du médecin allemand, qui s'appelle Wilhelm Friedrich von Ludwig, qui a décrit pour la première fois cette infection, donc au XIXe siècle. Et le mot angine, ça vient du grec, qui veut dire étranglement. Donc une cellulite de la face, oui, effectivement. Quant à la surinfection d'une tumeur ORL, eh bien, alors il faut l'évoquer en différentiel, mais globalement, le patient ne vient pas avec un tableau comme ça, sans altération de l'état général. Et une gingivostomatite, vous voyez le tableau visuel, clairement, qui ne ressemble pas à ça. Il y a dans la gingivostomatite, le stomatite, donc clairement la bouche est entièrement atteinte et qu'il y a des particularités cliniques qui ne ressemblent pas à la description. Que devez-vous noter dans l'observation de l'examen clinique? Plusieurs propositions. A, l'ouverture de bouche. B, la palpation de l'œil. C, l'oculomotricité. D, la palpation du massif facial. Et E, la localisation d'une dent cariée. Je vous laisse faire pause, réfléchir à cette proposition. Et je vais vous donner la réponse. Alors vous devez notifier l'ouverture de bouche, est-ce qu'elle est limitée ou non? La palpation de l'œil, il n'y a pas grand intérêt. L'oculomotricité, oui. La palpation du massif facial, oui, savoir s'il y a un endroit qui est douloureux ou non. Et la localisation d'une dent cariée, oui, on va voir un petit peu plus en détail les explications, mais dans la prochaine question. En effet, quelles complications redoutez-vous? Proposition A, une thrombophlébite du sinus caverneux. Proposition B, une péricardite. La C, une embolie pulmonaire. D, une obstruction des voies digestives hautes. Et E, un choc septique. Je vous laisse faire pause et me dire quelles sont les réponses correctes. Alors je vais vous donner les réponses.
Les 2 bonnes réponses, c'était la thrombophlébite, du sinus caverneux et le choc septique, la péricardite non, l'embolie pulmonaire, bon il faut rester pragmatique et éviter de faire des diagnostics, sur, autres diagnostics possiblement éventuels d'un foramen ovale perméable. Bon bref, on va pas non plus faire des diagnostics, d'AVC, que ça passe dans l'oreillette, droite dans le ventricule droit, que ça switch en fait, l'oreillette, que ça passe dans l'OG, dans le VG et cetera. Non, on va rester, «simple» entre guillemets et les vraies complications, en tout cas les plus fréquentes malheureusement. L'obstruction des voies digestives hautes, non, c'est les voies aériennes hautes et oui, il y a un fort risque de choc septique. Alors pour les précédentes, assertions, précédentes questions, le trismus, donc c'était l'ouverture de bouche, oui, parce qu'en fait, c'est une complication locale et il faut impérativement le notifier, puisque c'est une possible indication de drainage. La palpation de l'œil, elle est pas très informative, hein, mais elle est pas informative du tout même pour cette pathologie. Alors on peut le faire, oui, en cas de suspicion de glaucome ou d'anévrisme caverno-carotidien, éventuellement. Pour l'oculomotricité, oui, 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 il fallait le notifier impérativement, parce que c'est un des signes de thrombophlébite du sinus caverneux. Le massif facial, oui, parce que s'il y a un cordon douloureux, c'est possiblement une thrombophlébite de la face. Quant à la localisation de la dent cariée, c'est informatif pour les complications, puisque si c'est une atteinte maxillaire, donc les dents du haut, c'est plus à risque de thrombophlébite du sinus caverneux. Et si c'est mandibulaire, c'est plus à risque d'obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, où ça se situe cette thrombophlébite là du sinus caverneux? Alors le sinus caverneux, vous voyez au niveau du schéma, et bah, il est, derrière le, sinus sphénoïde, derrière l'œil en fait et donc il peut y avoir, en raison du drainage du système veineux, des emboles septiques qui viennent, obstruer, ce sinus et donc provoquer cette thrombophlébite qui est septique et au temps, injecté, on peut voir effectivement ceci. Donc c'était au niveau de la flèche, une petite dilatation avec, un chemin qui est gêné, donc le chemin de l'injection du produit de contraste qui est gêné par cette thrombose. Question suivante, quels sont les facteurs de mauvais pronostic, de manière générale, hein, concernant la cellulite cervico-faciale? Donc les facteurs de mauvais pronostic, proposition A, la CRP, sous-entendu hein, une CRP haute. B, un trismus serré. C, un œdème du plancher. D, une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et E, la prise d'AINS. Je vous laisse faire pause pour me dire les propositions qui sont justes. Et je vais vous dire les bonnes réponses qui sont la B, la C et la E, à savoir que la CRP, une très forte CRP, n'est pas un facteur de mauvais pronostic en soi. Par contre, un trismus serré, oui. Oui, c'est un signe d'extension et de complication en soi, hein. Un œdème du plancher, oui, parce que c'est mauvais pronostic d'avoir une obstruction des voies aériennes supérieures, on l'a évoqué avant. La mauvaise hygiène bucco-dentaire, c'est un facteur de risque d'avoir une cellulite cervico-faciale, mais c'est pas un facteur de risque de mauvais pronostic. Et par contre, le mauvais pronostic, c'est la prise d'AINS. Donc revenons un peu à notre patiente. Donc effectivement, cette femme de 30 ans pour les douleurs dentaires depuis 4 jours, elle s'est automédiquée par ANS, c'est une tabagique, et on constate que l'ouverture de bouche est limitée. Elle a un œdème de la lèvre supérieure à l'angle gauche, on l'a dit, avec un bombement, c'est assez gonflé, hein. Grosse chaleur, très douloureux, et c'est rouge. Il n'y a pas de dysphagie, ni de dysphonie, ni d'obstruction des voies aériennes supérieures. Et donc vous regardez au niveau de ses dents et vous constatez qu'il y a une anomalie au niveau de cette dent, là où il y a la flèche rouge. Mais bien sûr, vous devez nommer, numéroter cette dent
et c'est ce que je vous demande, quel est le numéro de cette dent fléchée? Et je vous laisse faire pause. Attention, il peut y avoir des erreurs faciles. Une fois qu'on sait comment fonctionne la numérotation, c'est tout simple. Et donc pour la numérotation, eh bien, déjà cette dent fléchée, c'est la numéro 12. Et comment et pourquoi? Et bien tout simplement, on divise la bouche en 4 cadrans, ce qui est déjà fait sur le schéma, c'était plus simple. Le premier en haut à droite, c'est le 1, donc la première incisive médiane, c'est la 11, celle qui est un peu plus à droite, c'est la 12, et on va jusqu'au bout comme ça, 13, 14, 15, 16, etc. Ensuite, en haut à gauche, eh ben, ça commence par un 2, donc c'est 21, 22, 23, 24, 25, 26, etc. Et on continue, et ben jusqu'à 40, donc 30, 36, 40, 46, etc. Et ça, c'est informatif pour le chirurgien éventuellement qui va prendre en charge le patient, mais aussi pour les descriptions scannographiques. Quel bilan demandez-vous concernant cette patiente? Les propositions sont la première, la NFS, B, procalcitonine, le dosage de la procalcitonine, C, un bilan hépatique, D, un groupe sanguin avec recherche des rails, et la proposition E, TP, TCA. Je vous laisse faire pause pour me donner les bonnes réponses. Les deux bonnes réponses étaient la NFS et le TP-TCA. La procalcitonie, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'indication, on n'est pas dans la recherche de différentiel. Il faut faire un bilan de base, hein, NFS, CRP, ionogramme, fonction rénale, impératif, hein, puisqu'on va injecter, bien sûr les bêta-HCG, parce que là c'est une femme, même si ils vont pas nous refuser un scanner, parce qu'il n'y a pas d'irradiation pour le fœtus, il n'y a aucun risque. Bref, c'est un autre débat, et le groupe RAI, pas nécessaire dans un premier temps. C'est pas nécessaire dans un premier temps. Concernant le bilan de la patiente, donc un DFG à 120, urée 2,8, sodium 139, potassium 4,3, leucocyte à 13 Giga par litre, 9,5 de neutrophile, CRP 85 et un TP à 1,04. Voilà les résultats du bilan biologique, et je vous montre l'image suivante. Quel est cet examen? Est-ce qu'il est injecté ou non? Et autre question, à quoi correspondent les structures fléchées, donc la flèche jaune et la flèche orange? C'est juste l'os, mais c'est important de deviner et de savoir. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce que vous remarquez? Donc quel est le type d'examen? Injecté oui, non. Quelles sont les structures fléchées et qu'est-ce que l'on remarque? Prenez le temps si vous voulez faire pause et je vais vous dire. Et donc c'est un scanner cervico-facial qui est injecté, on voit bien les vaisseaux, hein, les artères, on les voit très très bien, injecté au temps artériel pour voir les structures non osseuses, donc là on voit bien les muscles et cet abcès périosté et cet aspect de cellulite faciale. Pour les flèches, donc la flèche jaune, eh bien, c'était la mandibule, et la flèche orange, c'était le maxillaire. C'était donc la partie supérieure de la mâchoire, en fait. Et donc cette anomalie que l'on voit juste devant le maxillaire, eh bien, c'est une cellulite faciale d'origine dentaire qui est compliquée d'un abcès sous périosté de l'arcade dentaire du maxillaire, hein, justement, sur un foyer apical de la 12. Prochaine question, dans quel cas effectuer des prélèvements, sous-entendu prélèvements bactériologiques? Proposition A en cas de choc septique, B en cas de fièvre à 40, C en cas d'extension cutanée rapide, D en cas de crépitance sous-cutanée, et E systématiquement. Je vous laisse faire pause pour me donner les bonnes réponses, et je vais vous dire
que les prélèvements bactériologiques, eh ben, ils ne sont pas réalisés en routine lors du drainage d'une cellulite collectée quand c'est banal, hein, parce que souvent on retrouve les mêmes germes. Ça profite de manière banale, hein, ça profite banal de la cavité buccale qui sont toujours sensibles aux antibiotiques. Donc on le fait, surtout en cas de cellulite gangréneuse ou de pus brunâtre, mal odorant, quand ça nous donne l'impression, en tout cas, de présence de germes anaérobies, en cas de drainage itératif, de collection, hein, qui peuvent résister parfois au traitement classique, et en cas de terrain d'immunodépression, de cellulite récidivante ou d'antécédents d'irradiation de la cavité buccale. Et donc les signes en faveur d'une cellulite gangréneuse, eh bien c'est un choc septique, une fièvre à 40, une extension rapide et des crépitants sous-cutanés, puisque les germes anaérobies vont produire ces petites bulles de gaz. Et donc non, on ne fait pas systématiquement les prélèvements. Comment traitez-vous la patiente maintenant que vous avez tous les résultats biologiques et scannographiques? Je vous laisse faire pause et il n'y a pas de proposition cette fois-ci puisque c'est comme dans la vraie vie, on n'a pas de proposition quand on est face aux malades. Prenez le temps, hein, de faire pause et je vais vous donner les réponses. Eh bien, vous appelez le chirurgien ORL pour réaliser le drainage sous anesthésie locale et lavage, hein, au sérum Phi avec une antibiothérapie, une alimentation qui est froide et mixée, des bains de bouche pluriquotidiens et aussi un sevrage tabagique, avec une antalgie bien sûr adaptée. Et l'arrêt des AINS, évidemment. Dernière question, quelle antibiothérapie prescrire? Différentes propositions. La première, rocéphine, métronidazole. B, amoxicilline et acide clavulanique seul. Amoxicilline, acide clavulanique plus métronidazole. D, levofloxacine plus métronidazole. Ou E, clindamycine plus métronidazole. Je vous laisse faire pause tranquillement pour cette dernière question d'antibiothérapie. Et je vais vous donner les réponses. Ou là, peut-être, c'était les réponses. Les réponses correctes sont la C et la E. Il faut mettre de l'augmentin, donc amoxicilline, acide clavulanique plus métronidazole. Et en cas d'allergie aux pénicillines, eh bien on met de la clindamycine plus métronidazole. Donc on met de fortes doses, hein, c'est du 3 grammes d'amoxicilline par jour avec du métronidazole, 1,5 g en 3 fois. Et pour la clindamycine, 600 mg x 3, plus la même dose de métronidazole, donc 500 mg x 3 pour faire les 1,5 g. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, ça encourage le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.